incidents auprès de nos bénéficiaires. On va commencer par aborder quelques indicateurs 2024 sur l'activité du CERF Santé. Ensuite, donc c'est moi qui vous le présenterai. Ensuite, Thomas présentera aussi les principales menaces de cette année et puis, bien sûr, quelques mesures de protection pour contrer ces menaces. Et Quentin vous fera un point une présentation d'un retour d'expérience qu'on peut avoir de nos interventions sur des pratiques qui peuvent parfois être mises en œuvre par certains de nos bénéficiaires et comment les améliorer sans trop de difficultés, sans trop d'efforts et pour obtenir un bon niveau de protection. Alors en termes de chiffres, pour 2024, donc de janvier à septembre, on a une augmentation du nombre d'incidents déclarés. Alors, ce n'est pas forcément dû au fait à une augmentation de l'activité malveillante. On peut même dire que l'activité malveillante, elle est plutôt en baisse pour cette année, même s'il y a parfois encore des pics d'activité sur certains mois, mais globalement plutôt en baisse. Il n'y a pas eu d'effet JO, on peut dire. En tout cas, sur la période JO, on a une période plutôt classique d'incidents. Et donc, cette augmentation, elle est principalement due à quelques événements qui ont eu lieu cette année, comme le dysfonctionnement de CrowdStrike, qui a impacté un certain nombre d'établissements, en particulier un groupe d'hôpitaux. On a aussi eu quelques prestataires qui ont été impactés par des attaques par rançongiciel, et ce qui fait que, eh bien, on a un nombre plus important d'établissements qui sont indirectement impactés par l'indisponibilité d'applications de dossiers de DPI, par exemple. Et donc, sur cette période JO, on peut dire que le CERF Santé avait mené des actions importantes aussi de prévention, et derrière ces chiffres, on peut aussi y voir des fruits, on va dire, de cette prévention, de la maturité des établissements qui a augmenté et qui fait que l'exposition sur Internet, principalement l'exposition sur Internet, s'est améliorée au cours des dernières années. Et donc en termes de compromission, de cas de compromission qu'on a remonté dans le cadre de notre veille proactive. La veille proactive, c'est selon les événements, donc des CVE qui font l'objet d'une campagne d'exploitation, selon des fuites de données, on alerte directement les établissements. Et à ce niveau-là, on a toujours et on le verra dans le slide suivant, une activité importante d'activité de phishing, d'attaque par phishing, de compromission de compte. C'est les principaux cas de compromission. En termes de prévention aussi, l'année a été aussi chargée au niveau des audits, principalement les audits des établissements qui étaient engagés dans le cadre des JOP, d'audits de cybersurveillance, audits de messagerie. En termes de nature des incidents, alors on a toujours une activité liée aux attaques par rançongiciel qui n'a pas faibli. Cependant, on peut dire que les impacts sont moins importants, ou les établissements qui sont impactés ont parfois une activité sanitaire moins importante que celles qui ont pu être impactées les dernières années. Donc c'est pour cette raison qu'on a peut-être moins aussi de remontées médiatiques sur ce type d'attaque, mais elles sont toujours présentes. Donc c'est pour cette raison qu'il est important toujours de continuer à sensibiliser sur ces bonnes pratiques de défense en profondeur pour réduire le risque de compromission et de déploiement de rançongiciel. Comme je le disais précédemment, on a toujours une grosse activité de phishing, de malspam, de compromission de compte utilisateur. Mais fort heureusement, beaucoup de ces attaques ne débouchent pas sur des compromissions plus importantes,
au sein des établissements qui font l'objet de ces attaques et bien sûr beaucoup bien sûr sont visés et comme beaucoup de tous les acteurs, toutes les entités pardon qui sont exposées sur Internet et exposent des services de messagerie, des services d'accès à distance. Les types de compromission qui suivent les compromissions de boîtes de messagerie, de comptes de messagerie sont bien sûr des comptes d'accès à distance de type compte VPN. Voilà. En termes de les deux chiffres qui sont mis en gras, bien sûr, les incidents d'origine malveillante et non malveillante, la plupart des incidents qui nous sont déclarés ont un impact sur les données, en disponibilité bien sûr, mais aussi en confidentialité lorsqu'il s'agit de fuite, d'exfiltration de données. C'est toujours des scénarios qu'on rencontre dans le cadre d'attaques par rançongiciel. C'est toujours aussi, ça peut être toujours un scénario, l'exfiltration de données qui peut précéder aussi l'attaque par rançongiciel et on retrouve parfois, bien sûr, ces données exposées sur Internet. Donc une activité aussi importante de la part du CERT Santé sur la veille, sur tous les espaces d'échange de données sur Internet qui peuvent mettre à disposition ce type de données. Voilà, je crois que j'ai balayé les principales informations concernant l'activité 2024 et je vais donc passer la main à Thomas qui va nous présenter les principales menaces. Merci Emmanuel, bonjour tout le monde. Alors voilà quelques slides là concernant ce qu'on appelle chez nous les root causes, un peu les points d'entrée majeurs et les points de compromission qu'on peut retrouver sur les différents incidents là, cette année. La première étant tout ce qui est exploitation de vulnérabilité d'équipements qui pourraient être exposés sur Internet, notamment. On a vu beaucoup, alors ce sont donc les équipements qui sont exposés sur Internet, ce sont des équipements très souvent qui sont firewall, VPN, etc. Mais il peut y avoir des équipements qui peuvent être accessibles aussi depuis Internet et mal sécurisés, comme des fermes RDS par exemple, ce qu'on peut voir souvent, qui peuvent être très attaqués. Et donc ils permettent à un attaquant de s'infiltrer sur le SI en s'infiltrant en premier lieu sur l'équipement qui est exposé et qui peut présenter des vulnérabilités. On a vu aussi notamment ce qu'on appelle dans notre jargon du prépositionnement. Le prépositionnement, c'est quoi? C'est quand un groupe d'attaquants va s'infiltrer en utilisant des vulnérabilités. On a vu ça assez tôt cette année, courant décembre, janvier, un petit peu après encore, sur du Fortinet, Ivanti, etc., où des groupes d'attaquants avaient utilisé ce qu'on appelle des 0D, c'est-à-dire des vulnérabilités qui sont inconnues de l'éditeur, donc non patchées, qui sont exploitées pour être utilisées sur un équipement, s'installer sans pour autant compromettre et aller plus loin dans le système d'information. Ça, ce sont des tendances qui remontent là depuis plusieurs mois, depuis quelques années, mais particulièrement cette année. Voilà, des attaquants, on ne sait pas trop ce qu'ils veulent faire, mais ils s'installent en attendant de savoir ce qu'ils vont faire. Voilà, ça, ce sont des choses qu'on voit régulièrement aussi. Notamment, pour protéger un petit peu tout ça, toujours la même chose, hein, on le répétera jamais assez, mais c'est tout ce qui est filtrage en entrée sur vos réseaux. Si vous devez avoir des services qui ne doivent pas être exposés sur Internet, filtrez-les, filtrez l'accès tout simplement. Si vous devez avoir des services accessibles sur Internet, notamment en utilisant des logins mots de passe, utilisez le one-time password, l'OTP, le deuxième facteur d'authentification, ce qui peut permettre à des attaquants et ce qui va les empêcher d'entrer directement en cas de vol de mot de passe, notamment, de login mot de passe. Voilà, et la deuxième chose à faire, et qui est primordiale aussi, c'est de mettre à jour ces équipements pour éviter que
une vulnérabilité soit exploitée sur l'équipement et permettra à un attaquant de pouvoir rentrer par ici pour rebondir ensuite sur le reste du système d'information. C'est la première chose. Donc là, nous, on avance aussi dans tout ce qui est vision un petit peu de nos bénéficiaires, et on les prévient lorsque des vulnérabilités apparaissent sur leur système d'information, dans la mesure où on connaît, où on a la vue depuis Internet sur une partie de leur système d'exploitation et de leurs équipements. Ça, c'est la première chose. En second lieu, la grosse tendance aussi, c'est tout ce qui est vol de compte via les infostealers. Ça, c'est voilà, les infostealers. Alors, c'est très à la mode, hein. Les infostealers, c'est quoi? Ce sont des petits programmes qui vont s'installer sur des postes clients, bien souvent, notamment dans tout ce qui est navigateur, et qui vont récupérer tout ce qui est mot de passe, sessions qui sont en cours dans le navigateur notamment. Voilà, alors c'est pas très nouveau, mais c'est très à la mode actuellement. Donc il faut savoir aussi que nous, on s'est rendu compte beaucoup que, enfin très souvent, on arrive aussi sur des incidents où on se rend compte que l'attaquant avait déjà des logins mots de passe sur l'équipement. Logins mots de passe qui sont souvent, qui sont bien souvent où il n'y a pas d'OTP déployé en plus de la paire login mot de passe. Ce qui fait qu'une fois volés, les paires login mot de passe peuvent être exploitées par un attaquant. Sachant qu'il y a aussi un marché de tout ça, hein. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des infostealers qui vont récupérer de l'information et qui vont être revendus ensuite à un attaquant qui, lui, va attaquer le reste du système d'information en utilisant ses credentials, comme on dit dans notre jargon aussi. Donc ça, c'est très utilisé notamment pour voler des paires de login pass, notamment sur des VPN, qui vont permettre à l'attaquant ensuite de rebondir sur le reste du système d'information. Donc toujours pareil, accoler les logins mots de passe avec de l'OTP au moins, c'est le minimum aujourd'hui. Je le répéterai jamais assez, OTP, 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 tout le temps de l'OTP. Dans la mesure où vous devez avoir des accès depuis l'extérieur, vous déployez de l'OTP. C'est maintenant nécessaire avec toutes les vagues de fuite qu'on peut avoir et la réutilisation de mots de passe que peuvent avoir vos utilisateurs. Ils peuvent très bien se faire voler des informations sur une autre plateforme et utiliser le même login et le même mot de passe sur votre SI. Très important. Donc toujours aussi pareil, la mise à jour de sécurité des services exposés. Ça, on le répétera toujours et je le répéterai encore sur le prochain slide qui arrive, notamment le risque identifié. Là, c'est surtout tout ce qui est vulnérabilité sur des parcs obsolètes. Ça, c'est une fois qu'on est à l'intérieur, par exemple, l'attaquant peut très bien, une fois avoir volé un login mot de passe, être connecté à un VPN, lui, il va chercher à rentrer sur le système d'information et il va chercher à s'infiltrer plus profondément, et notamment pour obtenir le Saint Graal qui est le pass administrateur de domaine sur une infrastructure AD notamment, Active Directory. Donc ils peuvent pour ça soit, et on s'en rend compte beaucoup, ils vont utiliser beaucoup soit des scanners pour regarder un petit peu où ils sont, où ils se trouvent, quels sont les équipements qui sont autour de lui, et éventuellement exploiter des vulnérabilités aussi sur les équipements qui sont à l'intérieur du SI. Donc la chose principale reste encore, une fois, de mettre à jour les équipements, même à l'intérieur d'un SI. Il faut savoir que là, même si vous n'arrêterez pas forcément l'attaquant, vous allez le freiner fortement. Et pourquoi pas déclencher la détection, après détection, déclencher un incident et réagir assez rapidement pour éviter que l'attaquant puisse aller plus loin. Donc c'est très important. Et puis il faut savoir aussi que vous pouvez très bien accueillir des gens au sein de votre SI, je pense notamment à tout ce qui est hôpitaux, ESMS, etc., qui peuvent aussi offrir par exemple du Wi-Fi aux patients.
dans la mesure où les apps Wi-Fi et les points d'accès Wi-Fi et les mires de login, etc., et tout ce qui est logiciel autour de ça, peuvent présenter aussi des vulnérabilités qui pourraient être utilisées par un malveillant depuis l'intérieur du système d'information. Donc là, c'est pareil, enfin un petit peu plus loin aussi, surtout sur un LAN, un WAN, c'est la segmentation des droits. Segmenter et les droits, segmenter les réseaux, pour éviter que, même si un attaquant prend la main sur le réseau Wi-Fi, par exemple, il puisse aller jusqu'à vos serveurs AD, par exemple. A priori, un patient qui a un accès Wi-Fi, il n'est pas censé aller jusque-là, clairement. Donc, il faut segmenter, faire des VLAN, filtrer entre les VLAN, laisser des droits très particuliers aussi, notamment affiner les rôles d'accès donc depuis certaines machines, uniquement, ou avoir des droits très spécifiques pour effectuer telle ou telle tâche. Voilà. Et toujours pareil, la mise à jour des applicatifs et des services. C'est primordial. Un autre risque, le risque de phishing. Emmanuel en a parlé juste avant. Ce sont des choses qu'on voit énormément, qui sont extrêmement utilisées. C'est toujours le numéro 1 des menaces. Hein. La menace numéro 1, c'est le phishing, donc tout ce qui rentre par mail, par exemple, et qui vont servir un attaquant à récupérer de l'information, par exemple. On voit beaucoup de vols d'accès, notamment, avec des kits de phishing qui peuvent présenter des mires Office 365, par exemple, où ils vont demander le login mot de passe d'un utilisateur, alors que l'utilisateur est en train de naviguer sur une page qui n'a rien à voir avec une mire d'authentification professionnelle. Donc ça, ce sont des choses qu'on voit beaucoup. Pareil sur des accès VPN éventuellement, surtout si les accès VPN utilisent les mêmes paires de login mot de passe que le compte Office 365, par exemple. Donc ça, ce sont des choses qu'on voit aussi très régulièrement, y compris aussi la menace malware. Vous pouvez avoir des malwares qui traversent vos équipements par mail notamment, même si vous avez effectivement, maintenant, il y a de plus en plus de solutions de filtrage qui existent pour gérer tout ça. Il faut savoir quand même que les solutions de filtrage, elles prennent toujours un petit temps pour apprendre une nouvelle menace ou une nouvelle vague de menaces. Donc ça, ce qui permet éventuellement à un attaquant, même s'il a une fenêtre de 10, 15, 20 minutes, de temps en temps, de pouvoir récupérer ce genre de choses. Donc il faut être au taquet sur ces équipements de filtrage. Voilà, et surtout faire de la sensibilisation auprès des utilisateurs. De bien vérifier où est-ce qu'ils se trouvent, si ils sont bien connectés au système d'information, s'ils ne sont pas connectés sur une URL qui n'a rien à voir avec votre système d'information habituel. Voilà, s'il y a des informations qui sont demandées alors qu'elles ne sont pas demandées dans le milieu professionnel, par exemple, ça, ce sont des informations qui peuvent mettre la puce à l'oreille à l'utilisateur. Mais pour ça, il faut aussi l'encourager et parfois même l'entraîner à pouvoir reconnaître ce genre de choses. Et ça pourra lui servir d'ailleurs dans sa vie quotidienne, puisqu'on est tous touchés par le phishing, y compris dans notre vie quotidienne. Voilà pour ça. Une dernière menace qu'on rencontre ces derniers mois, années, enfin c'est une menace qui a plusieurs dizaines d'années aujourd'hui, hein, toujours, c'est le déni de services distribués, tout ce qu'on appelle les DDoS, qui sont souvent utilisés dans le cadre de déstabilisation. Ça peut être parfois lié avec comment dire, des informations politiques, etc., où il peut y avoir des groupes assez gros et connus qui peuvent pratiquer parfois des attaques de type DDoS sur des infrastructures gouvernementales, que ce soit en France ou ailleurs. Ce sont des pratiques qui sont assez communes. Et malheureusement, c'est compliqué puisque leurs infrastructures qui leur permettent l'idée, c'est d'envoyer un maximum de paquets sur les réseaux et de boucher vos tuyaux, quoi, en gros, sur Internet. De cette façon, ça vous empêche, vous, après, de pouvoir accéder à du trafic légitime
provenant d'Internet, notamment. C'est assez difficile à atténuer par soi-même, surtout quand on a un petit système d'information. Les sondes d'atténuation, de détection et d'atténuation de ce genre de choses sont pas très abordables financièrement. Donc, ce qu'il est conseillé, ce que nous, on peut vous conseiller principalement, c'est de vous rapprocher, si vous faites l'objet de ce type d'attaque ou si vous pensez pouvoir faire l'objet de ce type d'attaque, de vous rapprocher de votre opérateur internet ou de vos opérateurs internet, savoir s'ils ont des options anti-DDoS et à quel prix et voir si vous pouvez éventuellement, souscrire à ce genre de produit. Qui pourrait vous empêcher de. Alors après, c'est pas impossible de le faire alors que vous êtes sous le coup d'un DDoS, mais c'est bien souvent beaucoup plus compliqué de le faire et ça peut prendre plusieurs heures, voire plusieurs demi-journées, voire plusieurs journées, de mettre ce genre de choses en place. Voilà. Voilà pour moi. Et je vais passer la main à Quentin, qui va Yes. poursuivre. Merci Thomas. Merci Thomas. Et donc, on a pu remarquer qu'il y avait certaines tendances, mais ces tendances sont souvent liées à des pratiques plus ou moins bonnes, hein, qu'on peut observer dans les établissements. Donc, je vais à chaque fois présenter en deux parties des constats qu'on peut faire et pourquoi ils sont pas géniaux. Je pense que je vais pas réinventer la roue et vous en doutez, hein, il y a plein de mauvaises pratiques qu'on voit et qu'on sait, mais bon, il faut toujours remettre le curseur dessus. Donc, souvent on voit des VLAN, enfin des réseaux avec des VLAN, mais pas de cloisonnement de droit. Donc on n'est pas sur un réseau à plat, mais on n'en est pas loin. On a des VLAN non documentés, ce qui fait qu'au final on ne sait pas ce qu'il y a vraiment dedans et au fur et à mesure que les personnes dans les équipes tournent, ils sont plus utilisés. Des fois on a des doublons, on a des règles qui sont croisées et qui fait que c'est pas extrêmement efficace. Et donc parfois on a même des ACL qui permettent à des VLAN entiers de communiquer entre eux. Des fois c'est légitime, des fois pas du tout. Et puis au fur et à mesure, on oublie. Donc la documentation par rapport à la segmentation réseau, c'est une bonne pratique. Si vous avez besoin de faire un trop grand nombre de virtual LAN, peut-être commencer par tout ce qui va être les VLAN sensibles, les zones serveurs, là où est votre DC, par exemple vos serveurs métiers, et là où les comptes à privilèges ont besoin d'accéder. On pourrait faire au niveau du réseau un genre de tiering, hein, mais ça s'en rapproche de loin, disons-le. Et on a aussi vu plusieurs fois un VLAN par défaut qui est pas du tout comment dire, configuré. Et par défaut, les VLAN par défaut des outils switch font que vous avez accès à peu près partout. Et donc ça peut être un super point de pivot pour les attaquants. Pourquoi on a des VLAN par défaut qui ont ce genre de configuration? C'est parce que les éditeurs font que quand vous branchez un outil, il a envie qu'il puisse joindre les autres parties du réseau. Et donc on voit souvent ce VLAN comme point de pivot pour les attaquants. Et donc on va donner quelques grandes, grandes pratiques qu'on pourrait faire. Ça fait, c'est vrai que c'est des grandes lignes, hein, c'est pas toujours simple à mettre. Donc idéalement, c'est ce que je disais, essayer de séparer les réseaux sensibles, les zones les plus sensibles où vous avez les serveurs les plus critiques. En général, c'est qu'il y a moins d'équipement dedans. Par contre, effectivement, s'il y a des règles trop restrictives, ça crée assez rapidement des conflits. Donc, faut le faire petit à petit et puis essayer de garder ça en backlog dès que vous avez un peu de temps. Configurer les droits inter-VLAN pour que on n'ait pas des VLAN qui soient là juste pour le décor et qui servent vraiment à faire de la restriction. Avoir des ACL qui elles-mêmes sont documentées avec des restrictions tant sur les zones que sur les destinations pour faire un peu de segmentation réseau. Et entre les grandes zones, faire de la segmentation avec les firewalls pour pouvoir avoir une plus grande granularité sur les droits. Dans les autres choses qu'on voit souvent, c'est des déploiements d'EDR. Bon, on a notre fiche, on a déjà fait un webinaire dessus, mais on le voit toujours.
On a des accumulations d'alertes parce que les projets, en gros, n'ont pas été menés correctement, on pense, dès le départ. C'est-à-dire qu'on n'a pas mis les ressources humaines en face et donc on se retrouve avec des produits installés et pas spécialement de démystification des alertes. Donc, ben, en fait, on se retrouve avec des tonnes d'alertes, pas de normalisation des logs et pas de travail en continuité. Donc des dashboards qui paraissent complètement impressionnants pour la personne qui s'y connecte, 1000, 2000, 3000 alertes un peu partout sur le parc, et donc bah, on peut pas du tout mettre d'action automatisée, parce que globalement on a la chance, on a une grande probabilité de planter la prod bah, en faisant des actions de blocage sur des faux positifs. Et assez rapidement, ce qu'on remarque, c'est qu'on a un désengagement assez fort des équipes qui n'ont pas envie du tout de récupérer, récupérer le bébé, comme on pourrait dire à ce moment-là, parce que bah, en fait, ça prend un temps fou et que si ça n'a pas été mené de façon itérative, enfin, un peu en mode projet dès le début, bah, on a un désengagement assez fort et donc des outils qui perdent de leur utilité. Donc c'est toujours intéressant de se faire accompagner par bah, en interne et externe pour installer ce genre de projet et surtout de dédier du temps. Idéalement, on ne l'installe pas lors d'un incident ou lors d'une petite crise parce que c'est pas du tout le moment. Et on arrive souvent à une absence d'efficacité à long terme et à une surcharge de travail pour les équipes. Voilà, qu'est-ce qu'on devrait faire? Bah, j'ai un peu donné en même temps les bonnes pratiques. Donc, bah, c'est un besoin spécifique. Donc, il faut bah, tasquer des gens en face. Il y a des outils existants. Vous avez plein d'outils existants qui crachent plusieurs formats de log. Donc, il faut déjà, dès le début, prévoir de les intégrer afin de centraliser dans cet équipement. Il faut que les équipes soient formées pour pouvoir démystifier les alertes, que le plus de gens possible puissent dire: ah oui, ça c'est pas spécialement une bonne pratique, mais c'est pas non plus un attaquant, c'est nous. Et puis voir si on peut améliorer la pratique ou si on doit modifier l'alerte. Faut qu'il y ait des mises en place de politiques de réponse sur des outils très précis. Par exemple, s'il y a un Mimikatz qui sonne, une alerte Mimikatz, bah, il y a quand même peu de chances que ce soit une action légitime. Au pire, ça peut être la Red Team ou le Pentester, mais autant qu'il soit bloqué. Euh, voilà, et puis après, vous ajusterez l'alerte en fonction d'eux. Même si les antivirus, bien sûr, font déjà des choses, hein. Ça peut être aussi fait au niveau des heuristiques que regardent les EDR. Et donc, tout au long de la vie du produit, il faut qu'il y ait un suivi et un ajustement des alertes. Ce qu'on voit souvent, c'est qu'il y a pas mal d'empilage d'outils de sécurité, NDS, antivirus, EDR, et qu'au final, tout ne finit pas dans la même console. Et donc, bah, déjà pour l'investigation, c'est assez difficile, et pour la pertinence et le croisement des données, c'est rarement très efficace. Et donc, c'est un peu dommage. Voilà. C'était les conseils par rapport à l'EDR, mais on a une fiche dessus si jamais. Et puis n'hésitez pas quand vous pensez à passer à cette solution si vous ne l'avez pas déjà fait ou si vous en avez une et que vous trouvez que ça marche pas correctement, à nous solliciter. On peut donner un avis et puis vous aider un peu sur ce point-là. Souvent, il y a plein de logs. On a plein de logs, mais c'est des logs, c'est des fichiers morts. C'est des terras de données qui sont souvent malheureusement pas regardés. Donc on accumule de la donnée inutilisée et c'est dommage parce que si les logs sont là, on peut en faire des choses. Les outils tels l'EDR ou d'autres produits, souvent les SIEM dans les SOC font des choses un peu intelligentes avec ces logs. S'ils sont pas regardés, bon, on a un retard dans la réponse aux incidents. Très souvent, on arrive sur des incidents qui auraient pu être détectés bien avant, et ça c'est dommage. On a aussi un vrai problème qu'on a remarqué, c'est que si les logs sont pas tous au même endroit et s'ils sont pas tous envoyés avec le même serveur NTP, ben, on a des fois des désynchronisations de logs, et ça pour nous c'est vraiment pas pratique, enfin pour toutes les équipes de réponse à incident, parce que c'est quand même pratique d'avoir tout sur une même base de temps pour savoir ce qu'a fait l'attaquant entre le moment où il arrive dans le système et le moment où on a réussi à le virer, ou le moment où il nous a chiffré, et là c'est un peu game over, mais bah, au moins l'objectif c'est d'avoir tout sur une fenêtre, enfin, sur une timeline correcte. Et puis on a aussi ce côté, on a des logs, on saura ce qui s'est passé. Bon, ça peut être un faux sentiment de sécurité. Avoir des logs ne vous empêchera pas, s'il n'y a pas de réponse proactive, de vous retrouver dans des situations délicates. Donc dans la bonne idée, bah, comme l'EDR, si vous n'avez pas d'EDR et que vous avez un puits de log, bah, centralisez-le dans ce puits de log de façon bah, timestampée, donc avec un timestamp, quoi, une fenêtre de temps bien établie. Aussi, si vous avez plusieurs puits de log, bah, sachez où ils sont, parce que c'est vrai que c'est plutôt pratique d'avoir de la documentation sur où sont les logs. Des fois, on nous dit, ah, j'ai peut-être des logs de ça. Après, on nous dit, on a peut-être 6 mois de back sur les logs, et au final, il n'y a que 7 jours. Si jamais vous pouvez avoir un peu
plus d'infos là-dessus, nous, ça nous arrange. Et puis vous aussi, ça vous arrangera de savoir quoi chercher, quand chercher, sur quelle fenêtre de temps, lorsque vous devez faire des levées de doute en interne et que vous ne nous appelez pas spécialement. Donc voilà. Et puis essayer d'avoir des formats de log les plus normalisés possibles, hein. En fonction des produits, c'est pas toujours facile, surtout avec certains produits industriels, biomèdes et tout. Mais si jamais il y a la possibilité d'activer des fonctions de log avec des formats standards, bah, ça arrangera tout le monde. Et aussi, autant que possible, essayer d'utiliser des outils de surveillance proactive qui vous remontent des alertes, hein. Imaginons sur un compte utilisateur 130 46 25 suivi d'un 46 24, bah, ça peut être un brute force réussi. Si c'est logué et que personne n'en fait rien, c'est dommage. Euh, on a aussi un sujet sur le BIOD qui est une menace qu'on trouve assez mal évaluée en général. C'est vrai qu'il y a un faible contrôle de sécurité, hein, sur les postes des utilisateurs. Ça, j'offre ça pour vos directions quand ils refusent de dédier des postes. Il y a un risque de perte ou de vol. On sait que les utilisateurs adorent stocker de la donnée santé, de la donnée à caractère RGPD sur un poste BIOD qui est souvent leur poste perso, bah, ils mélangent un peu tout dans leurs documents. Des fois, c'est sur leur propre OneDrive et on retrouve ces données dans la nature et c'est pas cool. Les postes sont pas chiffrés. C'est de moins en moins vrai aujourd'hui, vu que les installations basiques de Windows pour des processeurs ayant la capacité de le faire ont BitLocker d'installer par défaut. Et donc, bon, bah, pour l'établissement, je vous apprends rien, hein. Vous avez un gros manque de visibilité sur les actions utilisateurs et bah, sur les mises à jour des postes, sur l'intégrité des postes quand il y a un buyout total. Dans les mauvaises pratiques, on peut rajouter que des fois, c'est fait aussi pour les postes administrateurs. Et là, vraiment, c'est pas souhaitable. Et donc, justement, dans ce qu'on pourrait vous préconiser, si vous n'avez pas la capacité de passer tout le monde en poste intégré de l'établissement, managé par la DSI. Je ne sais pas si la slide a été changée. Emmanuel? Yes. Parfait, merci. C'est d'avoir une politique claire d'usage du BIOD et interdire l'usage du BIOD pour les utilisateurs ayant des rôles privilégiés dans le SI. C'est-à-dire que si leur VPN leur permet d'arriver dans la zone d'administration, il ne faut clairement pas que ce soit un poste non maîtrisé par l'établissement. Le risque est quand même trop grand. Pour d'autres utilisateurs, c'est pas non plus souhaitable, hein, mais je sais bien qu'il y a des problèmes de coûts liés à l'intégration de 100% de postes laptop pour les télétravailleurs. Et donc bon, on peut essayer de trouver un arrangement, enfin, une solution médiane autour de pas de buyout pour les utilisateurs à privilège. Je sais que c'est pas encore le cas partout. Et donc c'est vrai que ça laisse un grand risque. Si les utilisateurs BIOD arrivent dans une zone réseau, il serait idéal que ce soit une eurozone avec juste les accès minimums et bah, des serveurs métiers minimum. Souvent, il y a des solutions entre les deux qui sont les TSE, les VDI de Citrix. Mais il faut quand même éviter de les exposer aussi sur Internet. Donc bon, il y a pas mal de difficultés. S'ils peuvent, il faut qu'ils chiffrent les disques et il faut qu'ils aient une authentification forte et du VPN. Donc, comme disait Thomas, le TOTP, le MFA sur le VPN, même si c'est des solutions BIOD, dans tous les cas, c'est très important. Ça permettra d'empêcher quelques soucis. Même si ça sauve pas tout, si le poste est compromis et que l'attaquant a l'accès dessus, ça reste compliqué. Dans les mauvaises pratiques, et ça on le voit beaucoup trop souvent, et là c'est vraiment une fausse bonne idée, c'est on est en train de se faire chiffrer, je coupe l'alimentation de la machine. Alors, s'il y a vraiment aucun autre choix, oui, ça peut être fait. Si vous avez la capacité de couper le câble réseau et stopper la carte Wi-Fi, parce que des fois, il y a des postes de PC portables qui vont aller se raccrocher au Wi-Fi, donc couper le réseau de façon sûre à 100%, et s'il n'y a qu'un seul poste, c'est vraiment important parce que si vous coupez l'alimentation, tous les EDR ou autres outils qui pourraient tourner en local bah, vont s'arrêter. Et donc il y a des protections en temps réel qui pourraient nous aider. Parfois dans la RAM, même souvent dans la RAM, on peut trouver des informations, des fois les clés de déchiffrement, même si c'est beaucoup moins le cas aujourd'hui. Et donc, bah, avoir une machine qui est juste isolée du réseau et qui continue à tourner, pour nous, c'est vraiment plus efficace en cas d'investigation. Et souvent, il y a ce côté, j'ai arrêté le patient zéro, enfin ce que vous avez identifié comme le patient zéro, et ben, on s'arrête là. Et au final, bah, derrière,
le malware, entre guillemets, le rançon est en train de se déployer par GPO ou par autre mécanisme. Et donc, on s'en rend pas compte, on se dit qu'on s'est arrêté au bon moment et on se retrouve avec une compromission plus généralisée. Donc, ce qu'il faut faire, c'est déconnecter immédiatement du réseau la machine infectée. J'ai rajouté une petite note sur ne pas payer la rançon parce que je sais que des fois, certains, ça leur effleure l'idée et pour nous, c'est rarement agréable d'entendre ça parce que on sait que c'est financer les attaquants et que c'est pas cool. Euh, et il faut aussi analyser les autres systèmes, hein. Si c'est interconnecté avec d'autres machines, il est très probable que le malware ait essayé de se répliquer, le ransom a essayé de se répliquer, hein, sur les autres postes par différents mécanismes, hein. Et donc voilà, il faut aussi avoir un rapport lié à l'incident. Donc quand vous êtes accompagné par un CSIRT ou par nous-mêmes, hein, qui sommes incerts, on vous en donne un et puis on vous donne la marche à suivre pour pas que ça se repasse dans le passé. Et dernière catégorie, euh, il y a un vrai sujet sur la délégation des accès aux prestataires. Et là, je sais que c'est un sujet qui est compliqué pour vous, RSSI. Ça crée une dépendance quand même assez excessive. Les prestataires se connectent dans tous les sens. Sur certains SI, vous préviennent pas du tout, font des actions, vous pensez qu'on on a déjà fait des levées de doute alors que c'était le prestataire X ou Y qui faisait des actions. Et donc, il faudrait à minima que ce soit un peu processé. Je sais qu'il y a des endroits c'est fait. Et puis, vous avez une perte de contrôle, hein, sur les données sensibles. C'est-à-dire que souvent, les prestataires arrivent dans des zones d'administration où c'est pas spécialement cloisonné, comme on le disait juste avant. Et donc, quand un de ceux-là se fait poncer un de ses accès, c'est plutôt désagréable de se rendre compte qu'il avait autant d'accès et autant d'accès aux données. Donc, le cloisonnement a encore une fois du sens. C'est difficile pour vous d'intégrer les produits, par exemple de Sécu, en tel EDR, si vous avez un prestat qui se connecte par le VPN parce que vous lui avez demandé de le faire et qu'il a accepté, qu'il y en a un qui décide qu'il utilisera du RDP sur Internet, l'autre qui utilise du TeamViewer. C'est vrai que c'est difficile de normaliser. Idéalement, j'en parle juste après, mais il faudrait avoir un document de connexion à votre SI généraliste qui permet de proposer une solution un peu cadrée à, à l'établissement. Et puis souvent, quand il y a une compro et que c'est un compte prestataire qui est la source de ça, il y a un partage des responsabilités assez flou. Tout le monde et personne à la fois est responsable, et donc c'est rarement pratique pour vous et pour nous pour comprendre qu'est-ce qui aurait dû être amélioré. Et donc, ce qu'il faut faire, c'est vrai que ça fait très Yaka Faucon, hein. Je donne des grands principes que vous connaissez beaucoup. Ce qu'il faudrait faire, d'après nous, ce serait d'avoir une évaluation des besoins pour la télémaintenance avec un accès autant que possible à la demande, des accès basés sur le rôle, Airback, qui permet d'avoir accès qu'aux ressources nécessaires, un suivi et des audits des accès, parce que ça aussi, c'est un truc qu'on voit souvent. Le prestataire qui, en 2003, avait un compte prestataire 1 et le mot de passe c'était prestataire 1 et qui est encore là aujourd'hui, admin de DOM, on le voit encore. Il y a plein d'outils, hein, qui vont vous dire que ces comptes-là, ils doivent être supprimés, que ce soit Horadat de l'ANSI, Ping Castle en version free, et juste une balade dans les comptes et dans les droits vous fera voir ça. Et n'hésitez pas à former à sensibilité à la sécurité les personnes qui se connectent à votre SI et à leur proposer un document unique en leur disant, voilà, pour se connecter à mon SI, tu m'as vendu telle solution ou tu m'as vendu telle prestation. J'aimerais que ça se fasse comme ça. On sait bien que dans tous les cas, c'est pas toujours faisable, mais si vous avez un document à leur proposer, ça leur laisse un peu moins de marge de manœuvre pour dire, nous on va faire de la façon dont on a décidé, et c'est sûr que ça va vous aider et nous aider aussi. Donc voilà, il y avait plein de mauvaises pratiques qu'on voit et de petites tentatives de trouver des solutions. Je sais que c'est pas exhaustif, mais vous avez un peu les tendances de ce qu'on voit et de ce qu'on peut proposer de façon assez générale. Et si jamais vous avez des questions précises sur un des sujets, vous pouvez nous les poser par mail et puis on essaye de répondre au plus vite, ou sur chat ou dans le chat Serre Santé. Je sais que souvent des questions sont posées entre RSSI. Si vous êtes RSSI d'un établissement de santé que vous n'avez pas encore rejoint le chat, n'hésitez pas à demander à vos pairs à nous faire un message ou à nous envoyer un mail, on vous ajoutera. Voilà. Avez-vous des questions pour nous? Alors oui, il y a quelques questions. Dans la partie, si vous avez des questions, c'est préférable de les mettre dans la partie Q&A, enfin Q et R.
Une première question. Un bastion, mais avec toutes les difficultés d'acceptation de la part des éditeurs. Donc, avantage de la mise en place d'un bastion, Il y a des avantages et des inconvénients. inconvénients. Avantage d'un bastion. C'est vrai que c'est des questions qu'on pose actuellement dans la préparation de Caire et bah, il y a pas mal de difficultés d'acceptation par les éditeurs. Euh, c'est Le pas principal, toujours. c'est d'avoir un point de log, un point centralisé d'entrée, quoi, déjà. Ouais, déjà. Ça, c'est déjà pas mal. Et puis là, mettre l'accent sur tout ce qui est, détection éventuelle de malversation. Maintenant, les éditeurs, bon, moi j'ai envie de dire, vous êtes un peu chez vous, quoi. Donc c'est aussi un peu à eux de respecter les règles, hein. Vous en avez à suivre, et de leur côté, ils ont aussi quelques-unes à suivre pour accéder à votre SI. Même si c'est pas toujours évident à faire accepter, mais je pense qu'il y a aussi, il faut aussi les habituer à s'adapter aux clients. C'est ça. Le client est roi, sauf dans les acides simples. On Et avait puis une question auquel. après, oui, Ouais, et après, je compléterai, après, il y a des, voilà, il y a aussi une volonté de l'État d'essayer de contraindre un maximum jusqu'au niveau légal, réglementaire, voilà, les accès à des entités qui, pour beaucoup d'entre elles maintenant, vont être des entités qui sont des entités régulées, soumises à NIS 2. Alors, la deuxième question, MAM pour biote tolérable. je connais pas le terme MAM. L'acronyme MAM. Je connais pas. Est-ce que vous pouvez Non plus. préciser? Hop, on attend la précision de Monsieur Hutched. Existe-t-il des bonnes pratiques pour le choix des logs à conserver ou pas? C'est ce que je viens de répondre, effectivement. Système VPN et firewall à minima. En fait, les logs VPN, c'est assez souvent des points d'entrée. Si c'est des protocoles type RDP ou autres hébergés sur le système, bah, ce seront dans les logs, dans les event systems pour les machines Windows et Linux. Et puis les logs firewall pour voir quel type de requêtes réseau ont été faites entre différentes zones et ou depuis Internet. Avec ça, en général, on arrive à s'en sortir. Et puis si vous avez un EDR, bah, vous avez un peu tout ça dedans des fois. Et donc bah, c'est plutôt pratique, c'est centralisé. Et dans ce cas-là, on demande un accès à cet outil et on essaye de se retrouver dedans. Je sais pas si ça peut être, ça peut être pratique. Segmentation versus zéro trust. En fait, le zéro trust, il y a plusieurs façons de le voir. Moi, je m'en tiens à la définition de l'ANSI. Et bah, l'un n'est pas spécialement, je pense, bah, n'interdit pas l'autre. Et effectivement, en fonction du zéro trust, comment on le conçoit, soit la définition de certains éditeurs, soit la définition de l'ANSI, c'est assez différent. Euh, donc, c'est pas toujours très facile de répondre à cette question. En sachant que le zéro trust, en plus, c'est peut-être, ça peut paraître compliqué à mettre en place aussi, et la segmentation déjà beaucoup plus simple. Et je pense que le minimum déjà, si c'est pas fait, c'est déjà de segmenter, quoi. Commencer par le commencement, et je pense que dans le zéro trust ensuite, tout ce qui est segmentation, ça sera déjà du travail qui ne sera plus à faire. Et, On a une précision sur le MAM qui pourrait être le Mobile Application Management pour le et MIOD. j'ai Ouais. Et donc ce serait dans ce cas-là possible pour les téléphones, mais pour les pour les PC, c'est rarement très efficace parce que les utilisateurs sont très souvent admins de leur poste et donc ils peuvent s'échapper de pas mal de contrôles. Ouais, c'est ça.
Puis le BYOD peut aussi ressembler à ce que je décrivais au départ sur tout ce qui était infostealer de postes personnels qui peuvent être utilisés pour se connecter sur le système d'information, par exemple. Où vous ne pourrez pas déployer de telles solutions, et ce sont des postes qui ne sont pas managés par la DSI en général, mais qui sont utilisés par vos utilisateurs parfois pour pouvoir se connecter. Mais c'est sûr qu'il vaut mieux avoir des postes maîtrisés et mis à disposition des utilisateurs, même depuis l'extérieur, pour qu'ils puissent se connecter. Après le MAM, pour les flottes de mobiles, pourquoi pas? Ça empêche bien souvent l'installation d'applications qui pourraient être malveillantes. Mais ça permet aussi de centraliser des informations dans la console aussi, notamment. C'est sûr. Alors, il y avait une question sur les prépositionnements dont on a parlé, Thomas. Comment on a pu identifier, voilà, c'est le domaine de la veille, les Alors, prépositionnements. Quentin avait répondu à cette question. Effectivement, nous, on pouvait détecter sur certaines vulnérabilités, on pouvait détecter qu'un exploit avait été joué, même depuis l'extérieur. On pouvait détecter que quelqu'un avait utilisé et agi sur et s'était installé sur l'équipement en question. Voilà. Après, faut savoir que la communauté sécurité est quand même une communauté mondiale qui travaille beaucoup aussi, et qu'il y a beaucoup aussi d'analyses qui sont faites par nos pairs, que ce soit d'autres CERT ou du milieu privé, qui peuvent analyser aussi de leur côté des vulnérabilités qui auraient été exploitées. Et à partir de là, on communique aussi, nous, beaucoup entre nous, en tout cas, si ce n'est publiquement, sur les trouvailles de chacun et chacune des entités. Et dans les petits faits d'armes, c'est que on a découvert un fichier de log cette année sur un équipement, donc on l'a partagé à travers notre communauté qui est l'Intercert. Et ça a permis d'endiguer des attaques en cours sur plusieurs établissements de santé. Voilà, c'est toujours intéressant de pouvoir détecter des choses depuis l'externe, ce qui n'est pas toujours le cas et pas souvent le cas. Cette année, vu le nombre de vulnérabilités qu'il y a eu sur les VPN, on a pu en trouver quelques-uns, et presque sur plusieurs cas, il y avait des fichiers de log qui se créaient et qui nous permettaient de voir ce que faisait l'attaquant plus ou moins en direct. Merci. Donc, effectivement, je ne vais pas reprendre les questions auxquelles vous avez déjà répondu. Je vais directement sur NIS 2. Non, on n'a pas d'informations spécifiques. Bien sûr, il y a une étape législative importante, mais oui, la date théorique d'application, en tout cas de publication, s'approche, mais on n'a pas d'informations spécifiques qu'on peut vous partager sur la mise à disposition des textes et tout ce qui concerne la partie réglementaire et les exigences. En tout cas, normalement, oui, ça devrait pas tarder, mais je pense que ça va être difficile de tenir la date du 17 octobre. Mais ça, c'est l'ANSSI qui communique sur le sujet directement. Et une question sur les taxonomies de menaces et attaques effectuées, TTP. Est-ce qu'on peut avoir une taxonomie des menaces et attaques effectuées comme c'est ce que fait effectivement la base MITRE? Alors non, on n'a pas fait on n'a pas réalisé de travaux spécifiques pour parce qu'il n'y a rien de spécifique au secteur santé qu'on pourrait. Je sais pas, je laisse répondre Quentin ou Thomas. On n'a pas spécialement d'indicateurs techniques qu'on partage avec le grand public. On partage des tendances comme on le fait aujourd'hui, on a nos rapports annuels, mais c'est vrai qu'en termes de TTP, c'est un vrai gros travail de démystification et de tri qu'on n'a pas spécialement tout le temps la capacité de faire, et puis c'est pas toujours souhaitable.
Tout à fait. Il y a des cas où on ne peut pas donner toutes ces informations-là, et puis on n'en est pas toujours sûr à la vue des logs qu'on a ou qu'on n'a pas. Il y avait une question sur la mise hors réseau des machines lorsqu'il y a un EDR. C'est une question qui est pertinente. L'EDR, il a un agent qui tourne presque tout le temps. Il y a très peu d'EDR qui sont agentless. Et donc même hors réseau, il arrivera à faire de l'analyse en local. Et puis si jamais il doit se reconnecter, il se remettra en fonctionnement. Il y a des cas où on a même eu des machines qui étaient en train de se chiffrer et bah, l'EDR n'a même pas réussi à l'isoler. Donc, dans tous les cas, je pense que c'est pas déconnant de la débrancher du réseau si on voit que vraiment il se passe quelque chose de grave. Parce qu'il y a eu des EDR où bah, il n'y avait pas de règle de blocage quand ils étaient en tuning, ils étaient juste en alerting. Effectivement, bah, c'est un peu lié à toutes les étapes qu'on disait, hein. Quand il bloque trop souvent parce qu'il n'a pas été installé correctement, bah, on le met juste en alerting. Et donc, ça n'empêche pas de le débrancher du réseau. En général, débrancher la machine du réseau, ça coûte pas grand-chose par rapport à ce que ça peut rapporter. Je sais pas si ça répond bien. Vous voyez la dernière question. Donc, des solutions à proposer pour les MDT avec les MDM. L'interactivité entre les deux solutions est souvent très lente. Des alternatives, des solutions. Aucune idée. Et je pense qu'on a fait le tour des questions. J'ai vu qu'il y avait eu des questions et des remarques faites dans le chat. Et effectivement, Nice 2 pourrait être un allié sur pas mal de points qui actuellement sont difficiles à pousser et pour lesquels même nous, de concert avec vous, on a du mal à faire changer les choses. Et c'est sûr qu'avoir ce texte réglementaire qu'on connaît pas, bah, que j'ai pas lu dans tous les détails, ce sera sûrement un allié de taille pour pousser pas mal de nouveaux sujets. Ça va vous rajouter des choses et puis un texte qui appuie vos demandes. Bon. Je pense qu'on a épuisé toutes les questions, répondu à toutes les questions. Ben, merci pour votre participation. Et puis, merci à tous, à toutes. Et bon après-midi à vous et à bientôt. Je précise, bien sûr, que le webinaire sera mis en ligne avec les supports, bien sûr, les supports de présentation. Au revoir.